Bonjour à tous, je suis Hugo Sanudo, je développe des projets liés au foot à travers le monde et je suis ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode de En dehors de ma surface. En dehors de ma surface, c'est le premier podcast où l'on discute foot, voyages, rencontres et expériences de vie avec des acteurs du football. Aujourd'hui, mon invité est Guiro, entraîneur emblématique de l'AJ Auxerre et figure incontournable du foot français. Je l'ai retrouvé dans sa ville à Auxerre et c'est après un déjeuner autour d'un bon chablis qu'on a enregistré cet épisode au stade mythique de la Baie des Champs. On y discute de voyages et de culture étrangère, sujet qui passionne cet homme à la mémoire impressionnante. Car même s'il a été l'entraîneur d'un seul club tout au long de sa vie, il n'a pas hésité à traverser le monde pour dénicher certains de ses joueurs, comme l'international polonais Andrzej Żarmak ou Pascal Wejrua qu'il est allé chercher à Tahiti. Pendant 1 heure, et pour notre plus grand plaisir, il nous fait traverser les époques et le monde. On jongle entre des anecdotes de son enfance et de sa vie, lorsqu'il jouait au foot avec des camarades africains dans son école, son premier voyage international à bicyclette, ou un stage qu'il a fait au FC Barcelone, obtenu grâce à un simple courrier postal. Un épisode avec un homme incroyable. On sourit, on rigole même, on se remémore du football d'antan. Bref, on se régale. Bonne écoute. Bonjour Guiro, comment allez-vous ? Très bien, très bien. Ouais, merci de m'accueillir ici à Auxerre. Donc c'est un grand honneur d'être ici avec vous aujourd'hui. On va pas tourner vraiment autour du pot, on vous connaît très bien. Aujourd'hui, l'idée de cette discussion, c'est parler de votre relation avec l'international, avec le voyage, avec l'expatriation, même si vous avez été l'entraîneur d'un club. On va un peu voyager par rapport à vous, votre relation avec la GIA et votre relation avec l'international. Ma première question, c'est quoi vos premiers souvenirs par rapport au voyage à l'international ? En 1955, je suis allé en bicyclette en Suisse de la manière suivante. Je faisais partie de l'équipe d'athlétisme du lycée. Il y avait un billet de chemin de fer par athlète et moi j'étais remplaçant du demi-fond. Donc il n'y avait pas de billet pour moi. Donc j'ai pris mon vélo et je suis parti au championnat de France à Marseille. Quand j'ai été à Marseille, j'ai remonté jusqu'à le Ventoux pour voir le Tour de France. Puis du Ventoux, je suis allé en Suisse parce que j'avais la possibilité de voir 2 industriels, Nestlé et Gigose. Parce que j'avais fait un concours et j'avais gagné 200 francs. C'était l'argent qu'il me fallait pour faire ce voyage en vélo. Et je suis revenu en tout, ça a fait 3200 km. Et j'ai, au passage, rencontré bien sûr le Servette de Genève. J'avais vu un entraînement également à Lausanne. Voilà, ça n'a pas été très, très, très somptueux. Mais en 1960, j'ai fait un voyage en Allemagne et au retour, j'étais dans une ville de la Ruhr, mais je ne me rappelle plus laquelle, et il y avait le Racing Club de Paris qui jouait contre cette équipe. Et j'étais, cette fois pas en vélo, mais avec ma 4 chevaux Renault. Je voulais aller voir le match. Évidemment, j'avais plus beaucoup d'argent. Donc j'ai pris mon sac de sport, j'ai fait sortir mes chaussures de football un peu dépassées et je suis entré par la porte des joueurs. Tout le monde a cru que j'étais un joueur du Racing. À tel point que je suis allé dans les vestiaires et j'ai failli jouer parce qu'ils avaient des blessés. Et là, mais comment ça se fait que le nom de la ville m'échappe ? C'est pas Leverkusen, mais enfin c'est une ville de la Ruhr. Voilà. C'est ça mes premiers voyages. J'avais également j'avais été à Berlin et par l'autoroute protégée qu'on n'avait pas le droit de quitter. Et pour la quitter, il fallait avoir une panne. Donc avec ma 4 chevaux, j'ai mis un buvard dans les bougies, ce qui fait que j'ai eu une panne. Et après, il fallait donner 5 Deutschmark de l'Ouest à la police pour qu'ils vous emmènent dans la ville. Et là, j'ai vu, je crois que c'était Braunschweig. J'ai été voir Braunschweig à l'entraînement, etc. Après, ça a continué avec des voyages de ce genre. Et après aussi, beaucoup de voyages liés aux Coupes du Monde. Oui, quand même, je voudrais parler de mon stage au Barça.
à Barcelone parce que j'étais déjà à ce moment-là entraîneur de division d'honneur. C'était l'année où Rinus Michels cédait sa place à Weisweiler. Vous pourrez retrouver l'année. Il y avait Cruyff, il y avait Niskens, il y avait plusieurs internationaux espagnols et ils préparaient la Coupe du Roi. C'était à la fin du championnat. Et j'ai assisté pendant 2 semaines à l'entraînement de Rinus Michels. Et comme je suis un peu germaniste, j'ai parlé avec eux presque tous les jours en allemand. Et j'ai appris énormément de choses. Et qui vous avez invité? Comment vous êtes retrouvé? Personne. J'avais envoyé une lettre que j'avais fait faire par un de mes voisins qui était un Espagnol, un ancien républicain espagnol, qui m'a fait une lettre en espagnol. Et le Barça m'a répondu par la poste avec un timbre espagnol que j'ai mis dans ma collection. Et puis ils étaient d'accord pour me prendre. Évidemment, ils ne me payaient rien. Ils m'avaient mis des adresses de pension de famille. Je suis allé à la pension. Puis à la fin, Rinus Michels m'a pris en sympathie. Il m'a mis dans l'autorail qui allait à Santander où l'équipe allait jouer. Ils ont perdu d'ailleurs. Et je suis revenu. Et pour finir, j'ai participé à la grande fête que Rinus Michels organisait pour ses joueurs parce qu'ils quittaient. Et donc, pour vous, le voyage, c'était ça, aller apprendre des entraîneurs. Bien sûr, je suis revenu avec un carnet plein. Cet entraînement de Rinus Michels, qui, je rappelle, a créé le grand Ajax Amsterdam, qui a régné sur l'Europe pendant 20 ans. J'ai vu beaucoup de choses, beaucoup de choses, et des impressions aussi, et l'application des joueurs. J'étais au milieu des joueurs. Je n'avais pas mes chaussures là, comme en Allemagne, mais j'étais à 10 mètres. Quand ils faisaient un jeu sur le terrain, j'étais au bord du terrain. Quand ils faisaient des longueurs chronométrées, je mettais mon chrono en même temps aussi. Enfin, c'était très, très instructif. Et parce que c'était une époque où vous appreniez des choses dont vous n'avez pas du tout entendu parler jusqu'à ce moment-là. C'était des choses nouvelles. Ou bien je les avais un peu apprises par la presse, ou bien, mais il y a énormément de choses que je n'avais pas vues. Par exemple, un exemple qui m'a servi toute ma carrière, Cruyff et Niskens n'avaient pas le droit de jouer en Coupe du Roi. Les étrangers n'avaient pas le droit de faire la Coupe du Roi. Mais ils étaient gardés dans l'effectif jusqu'aux vacances qui ont eu lieu le lendemain du match qu'ils ont perdu à Santander. Eh bien, pendant les 2 semaines où j'étais là, à chaque fois qu'il y avait des courses, ils étaient les 2 devant. Et ça s'est tiré derrière eux. Premièrement, parce ils tiraient, et deuxièmement, parce qu'on les laissait devant par respect. Comme je disais un peu avant, il y avait ces Coupes du Monde, non, qui ont toujours été importantes pour vous. Oui, alors j'ai décidé, à partir d'un certain temps, d'aller voir les Coupes du Monde. Évidemment, ça coûtait de l'argent. Moi, je ne gagnais pas beaucoup d'argent. Je lançais un cabinet d'assurance à partir de 0. J'avais 600 francs par mois du club. Et encore, de temps en temps, je mettais l'essence dans ma voiture pour faire les déplacements ou bien chercher des joueurs. Donc, je n'avais pratiquement pas d'argent. Mais je ne fumais pas. Je n'ai jamais fumé d'ailleurs, ni depuis non plus. Et je mettais l'argent d'un paquet de cigarettes chaque semaine dans une boîte. Et à la fin de l'année, j'avais assez à la fin des 4 années, j'avais assez pour aller, ou des 2, quand l'euro a commencé. Ah oui. Et la première Coupe du Monde, si je ne me trompe pas, c'est en Angleterre. En Angleterre, 66. Alors l'Angleterre, bien sûr, j'étais à Londres parce que l'équipe de France y était, très décevante. Il y avait une bataille intérieure entre les partisans du jeu dans les pieds, si vous voulez, du Manchester City de l'époque, avec la défense de zone, le hors-jeu, tout ça, ou bien le football Georges Boulogne avec marquage individuel, libéraux, et on ne s'occupe pas du hors-jeu. Et il y avait la moitié de l'équipe qui était pour les uns, et l'autre moitié, ça ne pouvait pas aller. Alors j'ai vu jouer l'équipe d'Angleterre tout le temps. Et puis arrivé aux demi-finales, il y avait une demi-finale qui était à Everton, à Manchester. Donc je suis monté par le train de nuit parce qu'il était moins cher. J'étais avec Kader Firoun, l'entraîneur de Nîmes, et Flamion qui allait être mon entraîneur par la suite. Et j'ai appris beaucoup des discussions pendant la nuit. J'ai assisté à Urs, Allemagne,
un match avec Beckenbauer et compagnie, un match d'une violence extrême. Les joueurs allemands avaient des protège-tibias devant et derrière les mollets. C'est bon. C'était un minimum de guerre froide. Ouais. Voilà. Et aussi, pendant tous ces Coupes du Monde et ces événements internationaux, à cette époque-là, vous pouviez justement continuer à échanger avec les entraîneurs, même les sélectionneurs. Vous me disiez, quand vous étiez en Argentine, vous pouviez, la Coupe du Monde en Argentine, vous pouviez voir le sélectionneur de près. Il y avait peu de gens comme vous qui étaient aussi, voilà, qui faisaient ces voyages-là et qui pouvaient oui, bien sûr, tourner qui autour de ces équipes. Dans les stades, il faut toujours profiter de... Puisque vous aimez bien l'Argentine, c'est un peu votre pays, tout à fait. C'était sous M. Videla. Ouais. Et j'ai constaté quelque chose, moi qui étais un bon Français, où il n'y a pas trop de discipline, qu'en Argentine, il y avait une énorme discipline, mais elle était tellement institutionnalisée qu'on ne vérifiait plus rien. Et un jour, je suis entré dans un stade où je n'avais pas les billets adéquats avec ma carte de pêche. Pas un match de Coupe du Monde, dans un stade pour aller voir un match, je ne sais plus où c'était, pas un match de première division. J'ai montré ma carte, j'avais un blason France, on m'a laissé entrer. Ouais, c'est ça. Parce que y a des nouvelles habitudes qui se créent. Comme les gens ne peuvent pas tricher ou sont gravement punis quand ils trichent, on ne regarde plus s'il y a des tricheurs. Et si on continue un peu à jongler entre ces voyages, la GIA, après, en tant qu'entraîneur de la GIA, moi je voulais juste parler de ce moment-là où vous êtes allé chercher, parce que bon, y a plein de gens qui nous écoutent, qui ne connaissent pas exactement cette époque de la GIA, qui venait de monter en première division. Vous venez de monter en première division et vous êtes allé chercher un grand joueur, ou un des plus grands joueurs de l'histoire de Pologne, qui s'appelle Andrzej Żarmak, qui après est devenu un grand numéro 9 de la JOCR, qui avait déjà joué 2 Coupes du Monde. Et il y a une histoire où voilà, le petit club d'Auxerre, donc vous avez réussi à attirer ce grand Andrzej Żarmak de la grande époque de la Pologne. Est-ce que vous pouvez nous raconter pour qu'on voyage et pour qu'on comprenne un peu cette époque? Oui, c'est complètement exceptionnel, enfin, vu de ma part. En 1974, j'étais en Allemagne à la Coupe du Monde et l'attaque de la Pologne, c'était Gadocha, Żarmak et, vous allez m'aider pour Lato. Oui, c'est ça. Donc, mais j'avais trouvé que Żarmak était complètement hors norme. Mais en 1974, la GIA venait de monter en 2e division, venait du CFA. Donc, on avait 6 ans à faire en 2e division, on ne le savait pas, et ensuite 25 ans à faire en première, enfin pour ma part. Ouais. Bon, il fallait que j'oublie Żarmak, mais je m'étais dit, ce joueur-là, il faudra qu'il joue dans mon équipe. Les années ont passé. En 1978, nous étions toujours en 2e division, mais à la veille de monter en première division, pas l'année suivante, 2 ans plus tard. J'étais en Coupe du Monde en Argentine. Entre-temps, j'avais des contrats avec les télévisions et les radios. Donc, évidemment, au lieu de payer, je gagnais de l'argent. Mais j'étais donc en Argentine et j'avais le calendrier, comme tout le monde. Et j'avais remarqué que la Pologne jouait à Mendoza. Mendoza, ça m'intéressait aussi parce que c'était une ville de vignobles, l'un des plus grands vignobles d'Amérique latine, qui cultive avec un vieux plan du Moyen-Âge qui s'appelle l'Auxerrois. Ça m'avait amusé. Donc je vais à Mendoza pour voir le match et pour voir la fête des vins qu'il y avait. Et on me dit, mais où ils sont, l'équipe d'Argentine, dans quel hôtel? Ils sont dans un hôtel dans la montagne, puisqu'on est au bord de la cordillère des Andes. Et c'est impossible d'y aller, c'est l'armée, c'est pas la police, c'est l'armée qui garde le col qu'il fallait franchir. Moi, je réfléchis un peu, je dis, des Polonais, ça boit de la bière. S'il y a un hôtel là-haut avec des Polonais, il y a des gens qui montent des camions de bière. Donc, indiquez-moi qui livre la bière aux Polonais, enfin, dans l'hôtel. Donc, après 2-3 interrogatoires de gens, de commerçants dans la ville de Mendoza, ils me disent, ben voilà, c'est
La maison, elle est là, c'est eux, ils vont monter avec un camion, ils doivent monter tous les 2 jours de la nourriture, de la boisson et tout ça. Donc j'étais dans cette boutique, je trouvais des gens qui parlaient un peu anglais et un peu français, et j'ai dit quand part le prochain camion. On m'a dit cet après-midi. Alors je suis allé et j'ai mis une veste de camionneur, une casquette, je suis monté à côté du chauffeur et on est parti. On est arrivé au poste militaire. Évidemment, si vous arrivez dans un poste militaire avec des canettes de bière, des caisses de bière, c'est pas difficile de passer. Ils vous demandent pas les papiers, ils vous demandent une caisse de bière. Donc on a donné une caisse de bière qui était prévue et on est arrivé à l'hôtel. Pour parler avec les Polonais qui ne parlent pas français, je savais une chose, c'est que la Silésie avait été allemande pendant la guerre. Un territoire allemand, donc école allemande et tout. Effectivement, il y avait une partie des joueurs de Silésie qui parlaient allemand ou qui comprenaient l'allemand. Et moi, j'avais appris au lycée, etc., et au service militaire à parler allemand. Donc, j'ai demandé à un dirigeant qui parlait allemand. J'ai appelé Zarmak, j'ai amené des petits cadeaux, et puis Janas, et j'ai parlé avec eux. Alors Zarmak, il est de Gdansk, c'est complètement au nord, et la Silésie c'est au sud, mais les autres parlaient allemand, et j'ai pu discuter avec lui, et je lui ai dit franchement, voilà, moi j'ai décidé en 1974 que vous joueriez un jour chez moi. C'est pas possible maintenant, on est en 2e division, mais on va monter. Mais on va monter, on est monté 2 ans après. Je vous garantis, j'ai une bonne équipe, on va monter. J'ai remarqué aussi que vous aurez 30 ans, et ça correspondra à l'âge auquel vous avez le droit de sortir, puisque dans les pays de l'Est, c'était 28 ou 30 ans selon les pays. En Pologne, c'était 30 ans. Bon, pendant ces 2 ans, donc il a oui ni non, bien sûr. C'est qui c'est un Mendoza? Voilà, c'est ce jeune homme, quand même, un Français, c'est bon. Et puis, parce que les autres, il y en a qui n'étaient pas en partance pour un club d'Italie ou d'Angleterre, pas d'Angleterre, mais d'Allemagne. Bien, alors j'ai quitté, et puis j'ai continué de le suivre. J'ai pris parfois, je m'étais accordé avec l'ambassade de Pologne en France. Quelques bouteilles de Chablis ont fait l'affaire souvent. Ça suffit, un signe d'amitié. Et donc j'allais en Pologne assez librement, on me faisait le visa tout de suite, c'était pas du tout la mode. Hein. Et j'allais voir des matchs avec un dirigeant ou tout seul. Et je voyais bien sûr Zarmak, mais je voyais aussi des voitures, Anderlecht, Milan, ah oui. Real Madrid, etc. Alors quand ils jouaient contre Gadocha, je comprenais que c'était pour l'un des deux, mais quand ils jouaient quand il y avait Zarmak, c'était Zarmak. Bien sûr. Parce qu'il faut pas oublier justement que la Pologne, ils avaient été 3e de la Coupe du Monde 74, voilà, 78. Ils avaient une grosse cote et donc il y avait constamment des joueurs qui étaient demandés. C'est ça. Bon, je continuais d'avoir la foi. Ouais. Mais je me faisais du souci. Je disais, moi, par rapport à ces gens-là, on ne va jamais pouvoir soutenir le prix dans un... Même si en Pologne, il faut négocier avec le gouvernement, c'est pas très cher, mais après le salaire et tout ça, bon. Et j'apprends dans la dernière année, c'est-à-dire en 79, qu'il était interdit de sortir. C'était ma chance. Il avait donné une claque, il avait été irrespectueux avec un fonctionnaire du ministère des Sports dans un déplacement en avion. Et il était, comme sanction, interdit d'aller à l'étranger. Okay. Même à 30 ans. Même à 30 ans. Et donc, j'ai vérifié ça. Et donc, c'était à peu près perdu. Mais nous avions le ministre des Sports, M. Soisson, à Auxerre. Et je lui dis, est-ce que vous connaissez le ministre des Sports polonais? Il dit, mais bien sûr, c'est un ami, il est de ma génération. Nous avons des échanges, nous avons parfois des Polonais qui viennent à Font-Romeu préparer les Jeux Olympiques, nous avons des relations en escrime, je suis très bien avec lui. Ben, je dis alors vous allez montrer et vous allez lui demander de lâcher Zarmak. Et lui, la réponse vient, aidez-moi à me faire élire
au CIO, au Comité international olympique, c'est les élections. Et il y a 2 blocs. Il y a un bloc pour un anglo-saxon, et puis il y a un bloc qui comporte les pays de l'Est, l'Amérique latine, et hors des pays de l'Est, et ça dépend de leur humeur, la France. Et ses satellites. Ah, j'ai dit à Soissons, vous avez compris. Donc la France votera pour le candidat polonais, et la France doit demander à ses camarades africains, par exemple, à tous les monde autres. Entier, ça fait beaucoup de pays, hein, c'est des petits pays, ça en fait beaucoup, c'est une voix par pays. Et donc, qui fut dit fut fait, le ministre polonais dit que s'il était élu, il aiderait, donc il a aidé, il a signé. Et donc, on a été voir Zarmak, c'est une autre histoire, mais on s'est mis d'accord avec lui d'autant plus facilement qu'il ne pouvait aller qu'à Auxerre. Ah oui, ok, c'était dans l'accord, c'était ça. Dans ce sens-là, il ne sortait pas. Et on nous a dit, vous l'aurez le jour de ses 30 ans. C'était un samedi. Donc, il est arrivé le vendredi, il a joué le samedi, il a marqué un but, je crois qu'on a fait un match nul contre Lyon. Ouais, dans votre première année en première division. Notre première année en première division, 1980. Et là, vous avez un joueur de classe mondiale, un des meilleurs joueurs alors il a marqué, n'a pas été ingrat. Ouais. Alors il avait le droit de venir, mais sans sa femme, sans ses enfants. Attention, on est dans la guerre froide, hein, c'est pas du tout comme aujourd'hui. Et sans sa femme, sans ses enfants, c'était quand même difficile pour lui. C'était un jeune homme, un homme de 30 ans. Il avait, je crois, une fille et un garçon que j'ai connu ensuite. Et ça s'est toujours bien passé. Ensuite, les visas, vous comprenez, ça allait bien quand même, quoi. Tout le monde était de bonne humeur. Alors, il ne faut pas croire, il n'y a pas de... Dans ce temps-là, il n'y avait pas de corruption. Le ministère était d'un sérieux monacal. Et s'il y avait eu de la corruption, on aurait été battu forcément par des pays extrêmement riches et habitués à ce sport-là. Mais nous, on n'avait jamais mangé de ce pain-là. On n'a pas eu besoin d'en manger. Et c'était un échange de bons procédés. Il a mis 97 buts en 4 ans. Ouais. Voilà. Et il a été 3e après avec la Pologne en étant joueur d'Auxerre en 82. Ils ne l'ont pas oublié. Nous n'avons pas pris que lui. Nous avions eu Seja avant lui. Seja avait été international olympique. Il avait fait les Jeux de Mexico. Et c'était un gardien formidable. C'est lui qui m'a fait monter de 2e division en première. Mais il avait 40 ans quand on est allé en première division. Il a arrêté. Je l'ai gardé comme entraîneur pendant les vacances pour mes gardiens. Il a notamment formé Martini et Charbonnier, c'est pas rien, des tricolores. Et c'était un bénéfice de plus, en quelque sorte. Mais ça s'est très bien déroulé. C'est une aventure entre gens sérieux, honnêtes, amicaux. Nous continuons d'avoir avec Zarmak, qui vit à moitié en Angoulême, à moitié en Pologne, des relations excellentes. Et donc c'est comme ça qu'on construit des filières, comme on dit maintenant, vous, la relation avec la Pologne. Pologne. Nous avions eu avant lui Joseph Klose, le papa de l'avancante de l'équipe d'Allemagne, meilleur buteur de la Coupe du Monde jusqu'à nouvel ordre. Son papa, Joseph Klose, jouait ailier droit dans mon équipe, avait fait le centre qui nous avait permis de marquer un but au Stade de France, au Parc des Princes, en finale de la Coupe. Nous avions Matichik, qui était dans l'équipe de Pologne, un homme milieu de terrain extrêmement sérieux. Et en tout, j'ai eu dans mon équipe 13 Polonais. Voilà. Alors, on peut dire que 10 étaient excellents et 3 qui étaient des bons joueurs professionnels de première division dans le championnat de France, mais pas supérieurs aux miens. Tandis que les 10 autres... je peux penser que c'était des renforts pour nous. Et ça s'est fait naturellement, mais il y a eu un moment où vous vous êtes dit, la Pologne, c'est la qualité plus rapport qualité-prix. Je veux dire, pourquoi vous avez visé ce pays-là à ce moment-là? D'abord, faut fouiller dans l'histoire un peu. La guerre de 14, il y a eu des Polonais de notre côté. Après la guerre, les mineurs de Silésie sont venus, la guerre de 14, en 1918,
sont venus en France pour nous chercher le charbon et les minéraux dans nos mines, parce qu'on n'avait plus d'hommes, ils étaient morts ou blessés pendant la guerre. Et donc, c'est d'où l'implantation très forte dans le nord et dans les bassins miniers, pour ce qui nous concerne en Bourgogne, à Mont-Soleil-Mines, Montchanin et compagnie. Et là, je peux vous dire que dans le pays minier de la Saône-et-Loire, il y a toujours des curés polonais qui viennent faire la messe, et il y a un journal en polonais tous les jours pour les personnes très âgées. Ah oui. Donc ce n'est pas anormal. Oui. Il se trouve que la religion la plus commune en France est encore le catholicisme. La JOCR est un club catholique, donc ça tombait encore mieux. Okay. Par exemple, nous étions en stage en Alsace le jour de Pâques. La veille, très, très gentiment, on tape à ma porte. Les joueurs polonais, c'était à ce moment-là Zarmak, peut-être Matisik, me disent « Monsieur, est-ce qu'on peut supprimer l'entraînement demain matin pour aller à la messe de Pâques ?» Bien sûr. Et moi, pendant ce temps-là, j'ai pris une paire de skis, j'étais descendre deux, trois petites montagnes dans les Vosges. Et si on continue cette histoire de la GIA avec l'international, on va dire, on en a un peu parlé au téléphone, mais je voulais en reparler ici. Une filière que vous n'avez jamais vraiment, je ne sais pas si on peut appeler ça une filière, mais en tout cas, une région que vous n'avez pas vraiment, vous n'êtes pas vraiment allé chercher des joueurs, c'est l'Amérique du Sud. Quelle est un peu la raison pour laquelle il n'y a jamais eu un joueur sud-américain à Auxerre? Et j'aimerais un peu savoir comment, voilà, qu'est-ce qui explique tout ça? Et pourtant, je sais, depuis 58, depuis les débuts de Pelé, depuis des tournois de Paris avec les grands clubs d'Amérique latine qui venaient tous les ans au mois de mai, depuis, il n'y avait pas la télévision pendant très longtemps, je ne me trompais pas moi-même sur la valeur technique de l'Amérique latine tout entière, parce que je voyais bien Di Stefano, par exemple, ou quand j'étais gamin. C'était pas ça le problème. Dans la première partie de ma carrière, déplacer un joueur d'Amérique latine pour aller dans un club français de seconde zone, c'était inimaginable. C'était pas la peine d'essayer. Deuxièmement, notre club n'avait pas l'argent, même pas pour aller voir, pour acheter un billet d'aller-retour. Ça, c'était pas possible. Quand on est quand on est allé en première division, bien sûr, il y a des agents qui nous ont. Alors j'ai fait le raisonnement suivant, où c'est des internationaux et ils seront hors de prix pour nous, ou c'est des joueurs moins bons, et alors c'est pas la peine, ça sera trop cher pour nous. Si c'est des joueurs de la valeur de nos joueurs ou moins bons, c'est loupé, c'est dépenser de l'argent pour rien. Après, quand nous sommes devenus un club qualifié en Coupe d'Europe, puisque moi j'en ai fait 17 années en Coupe d'Europe, là ça valait, on pouvait éventuellement s'en payer, mais j'ai fait le raisonnement suivant. Et puis comme j'avais à toutes les Coupes du Monde, je voyais jouer le Chili, à Berlin je vois bien un jour jouer le Chili, je voyais jouer l'Argentine, j'étais en Coupe du Monde en Argentine, j'ai vu la main de Dieu, j'ai vu tout ça. J'aurais bien aimé avoir l'un de ces joueurs-là. Mais il y avait quand même un inconvénient. Premièrement, ils étaient très chers et nous étions en concurrence avec les Italiens à ce moment-là, qui étaient les plus riches et les plus preneurs, quand même avec les grands Espagnols, les Allemands, les Hollandais. Bon, on était quand même au Cerf, à ce moment-là, 10 000 spectateurs de moyenne, aucun revenu extérieur. Bon. Mais il y avait un autre élément qui a duré toujours, c'est que s'ils étaient très bons, ils étaient dans l'équipe nationale. Et l'équipe nationale de ces grands pays, des pays d'Amérique latine, petits ou grands, ont un calendrier international. À ce moment-là, il n'était pas calé par rapport... Alors c'était pire. Maintenant, il est calé, mais enfin, il y a les voyages. Donc le joueur qui est très bon, il est sélectionné. Alors, à la limite, il va jouer un match à Buenos Aires. J'ai un Argentin, il va jouer à Boca Juniors, dans la sélection argentine à Buenos Aires. Bon,
prend un avion, il a atterri, il fait le match, il rentre. Mais si le match n'est pas dans la capitale, s'il est dans une autre ville d'Argentine, ou s'il est dans un autre pays, s'il est à Santiago du Chili, alors avec son équipe d'Argentine, il va prendre un avion, il va aller à Santiago, il va revenir à Buenos Aires, il faudra qu'il atteigne l'avion qui va le ramener en France. Comme ça joue le mercredi, je ne l'aurai pas le samedi. Et encore, il y a des années où ça jouait le vendredi en France. Donc ça m'a dit, c'est pas très pratique. On est en concurrence avec des gens trop forts. Après, si on tombe sur des joueurs de seconde zone, autant se débrouiller ici. Ouais. On a nos Polonais. Ouais. Nos Polonais, quand ça me prend, je prends ma voiture, j'ai 10 heures de voiture, et puis je suis dans le stade, et je reviens dans la nuit, et le lendemain, je suis à l'entraînement. Là-bas, ça ne va pas aller. Compliqué. Et puis aussi, la GIA calculait toujours ses sous. Même pour aller voir un match, vous savez que les avions, ce n'est pas gratuit. C'était peut-être même en francs constants plus cher à cette époque-là que maintenant, on trouve des avions moins chers. Bon, donc c'est pour ça que je n'en ai pas pris. Puis un jour, j'étais pendant la Coupe du Monde française à Chili-Brésil. Au Parc des Princes. Et Reyes, l'arrière central du Chili, marquait Ronaldo et a fait un match remarquable. Donc je suis allé traîner comme au Parc des Princes, personne ne m'arrête. D'ailleurs, je suis assez dur à arrêter parce que je me débrouille qu'on ne me voit pas. Et donc j'ai été me renseigner sur Reyes. J'ai interrogé les Chiliens sur son caractère. Tout le monde m'a dit que c'était un garçon extrêmement gentil. On m'a dit qu'il avait 2 enfants. On m'a dit etc., qu'il habitait la capitale. Ça m'évitait quand même qu'il retourne en plus à un voyage là-bas. Et j'ai dit, allez, on tente, j'ai besoin d'un arrière central, je l'ai pris. Il n'a pas été sensationnel, il n'allait pas très vite, mais au point de vue technique, déjà par rapport à mes autres joueurs à l'entraînement, c'était la technique de légende sud-américaine, alors que c'était un arrière central, ce n'était pas un 10. Hein. Il nous a vraiment surpris, et c'était un exemple pour tout le monde. Enfin, quand un ballon arrivait sur lui, le contrôle était toujours du bon côté, la relance pareil, c'était un bonheur. Alors là où ça a été difficile, c'est quand il y avait un avançante ou des avançantes très rapides, il n'était pas très rapide. Tout le monde n'est pas excellent en tout. Il est resté, je crois, 3 ans. Il a eu l'honneur de sauver le club, la plus mauvaise année. Il a marqué le but dont on avait besoin pour se sauver. Le seul but qu'il ait marqué, de la tête. Et je vais vous raconter une anecdote qui n'a pas été racontée beaucoup. Il attendait un bébé. Dans la nuit qui précédait le match contre Rennes, où nous devions absolument gagner pour ne pas descendre. Donc nous étions dans la montagne, dans le Morvan. Et moi, j'avais déjà acheté le bracelet avec le prénom de la petite fille, gravé. J'espérais que ça se passe bien. Il y avait un accouchement prévu à une heure précise, c'était 22h heure française. Donc, il y avait un seul téléphone. Donc, avec Reyes, on est allé au pied de ce téléphone avec la patronne de l'hôtel. Et à 22h et quelques, un peu de retard, la petite fille est née, elle allait bien, il a eu... Pas sa femme, mais il a eu le docteur au téléphone. Il était rayonnant. J'ai appelé les joueurs et on a bu une coupe de champagne, alors que jamais j'ai offert une coupe de champagne à mes joueurs. Et le lendemain, Reyes a marqué. Voilà, c'est un des grands moments d'émotion de ma carrière. Alors j'aurais bien, pour avoir des émotions comme ça, j'aurais bien pris plus. Mais maintenant, c'est un peu plus facile quand même, parce que les dates correspondent. Quand ça joue en Argentine, ça joue en France, ça joue en Russie, ça joue en Allemagne. Mais aussi, il y a toujours les inconvénients quand même. Et si c'est un très bon, en plus, si j'avais mon équipe, ça serait, on ne pourrait pas se le payer, quoi. Et est-ce que vous vous rendiez déjà compte cette importance de cet échange justement un peu multiculturel qu'un Chilien arrive à Auxerre pour le groupe, cette cohésion entre vous réfléchissiez un peu à se dire ce que peut apporter un Chilien dans un groupe à Auxerre et ces échanges qu'ils pouvaient avoir entre eux? J'ai déjà
une opinion personnelle de l'humanité. Maintenant qu'on a en France un astronaute, il est en train de commander en ce moment. Je dis, si j'étais dans l'habitacle, je regarderais et je verrais des petits pions. Je ne verrais pas ce qu'ils parlent, s'ils sont blancs ou noirs, et ce qu'ils pensent. Donc, c'est des hommes. Et je pense que les footballeurs, c'est des hommes. Donc, j'ai beaucoup d'affection, parce que dans l'histoire de l'humanité et la géographie, bien sûr que l'Amérique latine, ça me plaît. Il y a des choses qui me déplaisent. Il y a des choses qu'on ne connaît pas. Par exemple, les civilisations primitives, enfin premières de ces pays, avec les villages, enfin les villes qu'ils ont laissées, dans tous les pays d'ailleurs, pas que dans l'Inde, hein, pas que le Mexique. Pas que au Pérou. Et donc, la diversité me plaît. Donc, j'aurais été plus heureux. Mais les inconvénients que je vous ai donnés existent et étaient, à mon avis, dans la dimension de la JOCR, assez insurmontables. D'ailleurs, on ne m'a pas... heureusement qu'il a marqué ce but le dernier jour, parce qu'autrement, je n'aurais pas été très, très, très bien félicité. Alors que à l'intérieur du groupe, il était si sympathique, si naturellement sympathique. C'est le gars qui prête sa savonnette et sa serviette. Vous comprenez ? Et je voulais juste aussi énoncer ça, parce que dans tous mes podcasts, je parle beaucoup avec des entraîneurs qui sont partis à l'étranger, et naturellement, il y en a beaucoup qui partent en Afrique francophone. Donc, je sens chez les entraîneurs, mais dans le foot en général, cette relation de la France avec les pays d'Afrique francophone. Et je voulais, ma question pour rentrer dans ce sujet-là, c'est vous voyagiez beaucoup en Afrique pour aller recruter des joueurs ou des jeunes pour votre centre de formation. Est-ce que c'était des voyages que vous faisiez régulièrement, ou vous aviez plutôt des gens sur place qui vous disaient, parce que voilà, il y a une grande histoire de la JA avec des joueurs africains. Il y a eu une histoire pour moi. Ouais. Le lycée d'Auxerre a reçu un proviseur qui était proviseur à Dakar avant. Et le ministère de l'Éducation nationale avait attribué à Auxerre des fils de notables du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest comme élèves. Et en mettant un proviseur qui avait été à Dakar, ils étaient sûrs qu'il serait compris, que ça irait bien. Et ça a bien été. Et dans chaque classe, il y avait 5 Africains. Mais moi, je n'avais pas vu de Noirs depuis 1945. En 1945, dans une Jeep de l'armée américaine, 4 Noirs étaient debout et m'ont donné du chewing-gum et du chocolat. J'ai découvert les Noirs, le chewing-gum et le chocolat. Donc j'étais déjà reconnaissant. Puis là, tout d'un coup, arrivaient 5 garçons dans mon dortoir qui, premièrement, parlaient français aussi bien que moi, étaient dans ma classe. Des fois, me demandaient un coup de main ou pas. Il y avait des bons et des moins bons. Ils possédaient des costumes, comme c'était des fils de notables. Alors que moi, c'était en seconde, j'avais encore des culottes courtes. Et ils me prêtaient leurs costumes quand j'allais en ville. Mais par contre, c'est moi qui avais la balle. Vous savez, les pensionnaires avaient une balle par terrain de récréation. C'est moi qui avais la balle. Et c'est moi qui faisais jouer les gens. Et ils jouaient. Et le jeudi, très rapidement, ils sont venus dans mon équipe du lycée. Puis je les ai amenés à la GIA, comme minime, comme cadet, comme junior. Alors, il n'y en avait pas 5 bons à chaque fois. Puis ils restaient 2 ans, 3 ans. Mais enfin, j'ai appris tous leurs trucs, leur manière d'être, leur joie, leur joie de vivre. Alors, ça allait bien, ça allait facilement. Et donc, mes premiers Africains, oui, ils étaient de Côte d'Ivoire, mais je ne sais pas comment ils sont venus. Et puis, c'était du lycée. Après, c'était de Paris. Paris est la première ville d'Afrique. Hein. Donc, j'en ai eu les 2 frères Boli, qui étaient à Côte d'Ivoire, étaient de Romorantin. Pas de Romorantin. De Romainville. Romainville. Et c'est petite révolution, non, quand Basile Boli est arrivé au club à 16 ans.
Oui, c'était spécial. Mais bon, j'ai toujours eu des grandes joies, beaucoup avec de grandes joies avec eux. Euh, En plus, ils ont plus d'heures de jeu que nous, en France. Et maintenant, ça s'accentue encore plus, cette différence. C'est ce qui ressort beaucoup, c'est ce foot de rue et ce foot au quotidien des gamins. Ils ont beaucoup plus d'heures de ballon à 12 ans qu'ici. Et ce chiffre, cette différence s'accentue de jour en jour. Vous avez raison, et surtout, c'est qu'à côté de ça, on les prend et on leur donne les principes, Ouais. on leur donne un enseignement avec il y a ce qu'ils ont spontanément dû à leur enfance, et on ajoute à ça les procédés avec les entraîneurs. Ouais. L'avenir du foot est en Afrique. Oh, en tout cas, pour la France, il faudrait qu'on s'y prenne un peu autrement. Et si c'est... Oui, le foot rural est très difficile parce que il y a moins d'habitants et puis on a moins. C'est quand même un problème, c'est la démographie. Les Africains, il y en a tellement par famille qu'il y en a forcément qui sont bons, qui sont meilleurs les uns que les autres. Hein. C'est une évidence. Vous savez que le français va devenir la première langue du monde en 2050. Grâce à l'Afrique. Vous n'êtes pas prêt si je voulais pas... Moi, le jour où on me l'a dit, j'étais stupéfait. Je dis, ben non, ça va, c'est l'anglais. Regardez, on nous fait parler anglais dans mon village. Oui, d'accord, mais à Tombouctou, on parle français. Et les enfants, le gars qui habite dans le coin de Tombouctou, il a 11 enfants qui parlent français. Toi, t'en as combien? Moi, j'en ai un. Ah bon, t'as compris. En 2050, ou comment ça va être? Je ne m'en plains pas. Je suis fier et je suis content que le français soit beaucoup plus parlé que l'anglais, quand même. Je vais juste poser une dernière question, mais ça, c'est de la curiosité. Comment ça s'est fait? Parce que justement, j'ai parlé avec un entraîneur qui est à Tahiti. Vous avez fait un fameux voyage à Tahiti et c'est là où vous avez ramené Pascal Bayrua. Je voulais juste savoir cette dernière anecdote, après on va finir là-dessus. Mais comment Giroud et votre club et la GIA, vous êtes partis à l'autre bout du monde? Non, alors, je dois vous dire que la GIA n'y est pour rien. Okay. Que c'est mes fameux paquets de cigarettes non fumées qui, sachant que 84, ça se fait en Europe, hein, c'était... L'euro était en France, que je commençais à être payé une année sur deux par TF1, que j'aurais donc de l'argent, j'ai décidé de faire un voyage exotique. Okay. Non, mais c'est tout, ma décision est dans ma tête. Et puis un jour, je vais à la fédération, je ne sais pas pourquoi, pour une sanction d'un joueur, et dans l'ascenseur, il y a un Tahitien, que je vois comme un Polynésie, qui me dit « Ah, Giroud, bonjour, tu veux pas venir entraîner notre équipe ?» Je dis « Non, je suis à Auxerre. C'est quoi ?» Il me dit « C'est le club chinois de Papeete. » Ah bon? Je dis « Comment tu veux que j'aille entraîner là-bas? Comment le championnat ?» Bon, on m'explique qu'il y a 12 équipes, qu'ils jouent 3 jours par semaine successivement 2 matchs. Très clair, tout va bien. Mais il me dit, on a notre équipe, on a du mal, il faudrait que tu viennes nous entraîner, mais 2 semaines si tu veux. Ah, je dis, oui, mais toi, alors, on devait être en octobre, je ne sais pas le moment. Il me dit, non, mais je t'enverrai combien? 1 billet, 2 billets? Je dis, 2 billets, sinon si je vais avoir des histoires. Et alors, donc, et j'y pense plus. Je ne revois plus ce gars-là. Toute l'année se passe, rien, pas un coup de fil, pas un mot. Et puis au mois, le championnat était fini. Je reçois un coup de fil à 8h du matin. Il était 8h du soir là-bas. Giroud, tu te rappelles, tu m'as promis de venir. Tu vas à rue de Malesherbes à UTA. Il y a 2 billets pour toi. Aller-retour, 2 semaines. On t'attendra à l'aérodrome, on t'emmènera à l'hôtel. Puis tu entraîneras notre équipe parce qu'on en a besoin, on n'est pas bien classé. Et puis c'est tout. Moi, je l'ai pris au mot. J'avais encore je suis allé. C'est long, hein, par les États-Unis. Par les États-Unis, la raideur des policiers américains, dont le plus petit il fait 1m95,
etc. J'ai eu peur qu'ils me mettent deux baffes. Et donc, je suis parti et je suis arrivé au petit jour à 6 heures là-bas. Bon, j'étais pas frais, évidemment. J'avais pas pris de couchette. Croyez bien que j'avais pris le billet le moins cher. Et j'étais épuisé. Enfin, j'étais jeune. Je suis descendu. Là, j'ai pas eu le temps de regarder que j'étais couvert de fleurs. J'avais des colliers au-dessus du nez, de fleurs qui sentaient très bon. Il y avait des dames superbes qui commençaient à venir m'embrasser. C'était mieux qu'en France en ce moment où vous ne pouvez même plus embrasser une dame. Et il y avait les dirigeants chinois. Il y avait M. Tong-Sang. Alors il disait Tong-Sang. Tong-Sang, moi j'ai trouvé ça T-O-N-S-A-N-G. Comme on en a maintenant ici. Et bon, ils m'ont emmené à l'hôtel, un très très bon hôtel, pas un 5 étoiles, mais un 4 étoiles, quoi, disons, très sympa, avec des fleurs partout. Je trouvais ça merveilleux, moi. À 12 mètres de l'eau, l'escalier à 12 mètres de l'eau. J'ai pris mon premier bain tout de suite pour me réveiller. Heureusement que je n'étais pas été me coucher. Ils m'ont dit, mettez tennis et on va faire le premier entraînement. Ah ouais, okay. Et les gars, ils étaient prêts. Alors là, je me suis secoué, j'ai fait une séance, mais une vraie, hein, qui s'en rappelle aussi. 2 jours après, ils jouaient. Puis voilà. Et puis alors, donc, ils jouaient le dernier jour. Et donc, le premier jour, je vais voir, et je me promène, il y avait 100 personnes dans le stade. Et je dis, qui c'est le meilleur joueur de Lille? Qui c'est le meilleur joueur de Lille? Je n'avais pas compris. Comment ça s'écrit? V-A-H-I-R-U-A. Ah bon, Pascal, c'est Pascal. Ah bon, où est-ce qu'il joue? Il joue à Mortoya. C'est où? Qui joue quand? Il joue aujourd'hui? Non, il joue après-demain. Ah bon, on verra, Mataya. Et donc, le premier, deuxième jour, troisième jour, il y a mes Chinois qui jouaient, pas contre lui, mais l'autre match. Et je regarde le match. Et alors, Mataya, c'était un village comme... bien plus petit même que mon village d'Apoigny, village de 500 personnes, mais il y avait une équipe de foot. Pas mal, ça ressemblait à du foot. Mais quand même, ils étaient archi-dominés, et tout d'un coup, le bal sort à gauche, 50 mètres de course, un caviar devant les buts. Je dis, comment il s'appelle celui-là? Je dis, ça va, je le connais. C'est tout. Donc, 3 ballons encore. À la fin du match, dans les vestiaires, il y avait les joueurs, prenaient la douche, les mamans, les sœurs, tout le monde à poil, en train de regarder. J'étais presque gêné. J'ai dit, dans les journaux, ils m'avaient mis. Hein. Bon, ils venaient me voir, ils me touchaient. Et j'ai tout de suite connu le papa, même la maman, je crois. Et puis, ils m'ont dit... j'ai dit, vous habitez où? Voilà, comme ça, comment on fait? J'avais une voiture de location. J'irai demain. Et le lendemain, j'ai commencé. Ah ouais, le forcing. Je l'emmène. Les sœurs qui pleuraient, la maman qui pleurait. Le papa, il était employé à l'énergie atomique. Je crois même qu'il en est mort. Plus tard, comme beaucoup de Tahitiens. Mais enfin, le papa était très francisé, enfin, il travaillait pour les Français, pour la France, la nôtre d'ici. Et bon, je dis, il va venir avec moi, je m'en vais dans une semaine, je vais vous l'emmener. Ah non. Je dis, il va être bien, il va avoir un appartement, et voilà, on va s'occuper qu'il mange bien, des fruits, tout. Il aura, ah oui, mais on va le permettre de... C'était cher, le téléphone, incroyable. On va lui permettre de téléphoner tous les mois ou tous les 15 jours. La petite sœur, elle pleurait encore plus. C'était incroyable. Et puis, arrive la veille, j'ai dit, tu viens avec moi. Il avait 15 ans. Une semaine. Une semaine. Il est venu 12 mois pour commencer. Ah ouais. Alors il est venu, puis ça s'est passé bien. Incroyable le destin, non, de ce gamin et d'être ici à Auxerre, d'être après joueur de sélection, un des meilleurs de l'histoire de la GIA. Ouais. C'est fou, et c'est le voyage qui a permis ça. Je ne ça. suis jamais retourné. Alors
le secret, il y a toujours un secret qu'on apprend. Pourquoi ce mec, il m'a invité? Pas seulement pour inviter son truc. Pas du tout, il se présentait aux élections. Toujours. J'étais son pigeon. Et alors, il m'a mis dans un petit avion. Il m'a emmené dans toutes les îles. Bora Bora, toutes les îles où on votait, Haïné. J'ai pas été aux Marquises parce qu'il faut 6 heures d'avion. Et il a gagné? Non, on a gagné, nous, deux matchs. Là. Mais lui, après, il a été... Il est maintenu, je crois, oui, il était candidat. Et il se promenait avec moi. Alors, à Bora Bora, ils ont fait un stade avec des coquillages qu'ils ont amenés en pirogue de l'autre côté de l'île. Incroyable, le terrain. Et alors, il fallait que je fasse l'entraînement. Alors, je faisais l'entraînement. Ils étaient 30. Je dis, c'est trop, c'est pas possible. Je dis, je vais faire les 15 plus vieux. Parce que pour les plus jeunes, je reviendrai. Il dit, oui, il faut le faire pour les plus vieux. Alors, j'ai pris les 15 plus vieux. J'ai fait une vraie séance d'entraînement. À chaque séance, je faisais des séances, des vraies. Mais alors, j'aurais été tout seul. J'étais pas tout seul. On avait un repas le soir. Les cochons étaient dans une hutte en terre glaise et le feu en dessous. Ils faisaient cuire le cochon. On avait le repas là. Et il y en avait un autre, il m'offrait sa sœur. Il m'a dit, prends ma sœur pour la soirée. J'étais pas tout seul. Mais bon, et voilà. Des histoires de voyage. Alors, il s'est marié ici, il a eu une fille. Bon, après, il a divorcé. Et il est là-bas, alors il vient tous les 2 ans. Je m'arrange pour le voir. On ne fait pas des repas solennels. Il a ses copains avec lesquels il a joué. Daniel Roland, qui l'a pris aussi. Vous voyez, c'est... Mais bon, quand on me dit comment tu as fait... Lui, il sait comment j'ai fait. Il m'a vu faire, mais je vous raconte des trucs. C'était ça constamment. Vous comprenez? Ouais, C'était l'opportunisme sur toute opportunité qui m'était offerte. Ouais. Ou aller les provoquer aussi. Et puis les provoquer. Mais on me dit, un printemps, on me dit, il y a un joueur à Amiens, en 4e division, qui a mis 35 buts. Il s'appelle Baticle. Hein, le gars qui me dit ça, j'ai pas trop confiance. Je dis, t'as vu ça où? Il me dit, j'ai mon oncle, je sais pas quoi. J'ai vu ça dans le journal. Bon. Je téléphone quand j'ai des 3 copains qui ont fait des stages avec moi du foot. Elle me dit, oui, il est bon, il met des buts. Hein. Mais alors, je dis, c'est un costaud? Non, normal. Il va vite, pas tellement. Bon, alors il est fantastique, il n'est pas costaud, il ne va pas vite. Il est technicien, les dribbleurs. On ne le voit pas vraiment dribbler, mais il met dedans. Quand il est devant les buts, il met dedans, il ne met pas à côté, il ne met pas au-dessus, il ne met pas dans le goal. Ben, je dis, ça vaut le coup quand même. Je téléphone et le lundi, tout de suite, toujours ça. Rendez-vous à Roye, sur l'autoroute. Un resto là, au pied de l'autoroute. Et je lui dis, on ne parlera pas d'argent, tu n'as pas besoin d'amener quelqu'un, on reviendra si on se met d'accord. Et donc, il s'assoit, un bon gamin, quoi, de 20 ans, et... je lui fais combien. Il était élève pour devenir prof de gym. Alors bon, qu'est-ce que tu fais? Tu fais de la gymnastique, de handball, je le fais parler de foot, il me parle de son entraîneur. Je comprends rapidement que son entraîneur était son idole et son prof de l'endroit où il apprenait à devenir prof de gym. Un rouquin, c'était, je ne me rappelle plus de son nom. Et moi, j'étais conquis. Et puis, il y a un déclic. Toujours, il y a toujours une connerie qui a un déclic. Mais c'est souvent une connerie. Là, c'en est une de grande dimension. Ça peut être un appel, le déclic. Attendez. Allô? Ah, Alain, bonjour. Attendez, ben, je finis, je le prends 5 minutes. Ça va vous reposer. Non, je suis avec des amis... des amis d'Amérique latine. Voilà. Non, je ne parle pas espagnol parce qu'ils sont en France depuis. Il y en a un qui y est né et l'autre... Bon. Non, c'est des Argentins. Et dites-moi le plan.
Je vous mets une petite colle. Le plant qui est en Amérique latine, qui est cultivé à Cahors en France et qui était avant le phylloxéra. Non. Attendez, ils vont m'aider. Merlot. Hein? Le Merlot. Le Merlot. Non. Malbec. Le Malbec. Vous connaissez? Ah, il faut goûter ça un jour. Ah, un Bourguignon doit goûter un bon Malbec. Parce que moi, quand je suis allé au Brésil à la Coupe du Monde, j'ai bu que ça tous les soirs. Et c'est très bon. Et là, je viens d'en faire rentrer parce que j'ai rencontré quelqu'un qui a été à Cahors. J'y ramène-moi 6 bouteilles de Malbec. Mais là, je suis dans une cure de Malbec. Bon. Alors, malheureusement, dimanche, il y a la finale de la Coupe d'Europe. Et je travaille, je suis embauché depuis 3 semaines à Europe 1. Bon, d'accord, vous, c'est le samedi, mais voilà, il faut quand même que je sois au courant de tout. Il faut aussi que je sois très frais, parce que là, il va y avoir 4 heures d'antenne, il ne faut pas que je m'endorme. Donc là, il faut sauter une année, on fera l'année prochaine. Oui, au revoir. Bon, on en était sur quel dossier? On finit avec le déclic avec Gérald Baticle. Ouais. Et tout d'un coup, je lui dis... Ah oui, il me dit, mon père, qu'est-ce qu'il fait? Il est boulanger. Parce que je lui dis, on va se revoir lundi prochain. Le lundi, toujours le lundi. Oui, parce que c'était le jour de repos. Ouais, voilà. On se revoit lundi prochain. Tu peux amener un notaire, un avocat ou ton père. Oh, il me dit, mon père, ça suffit, il est boulanger, il est dans les affaires. Et je dis, ton père, il est boulanger, il a joué au foot? Il me dit, oui. Je dis, il était avant-centre. Pourquoi je lui dis ça? Parce que quand j'avais 14 ans, je jouais dans l'équipe de mon village, et l'avant-centre, c'était le boulanger. Et il arrivait, on commençait toujours à 3h10, exprès, pour qu'il ait le temps de s'habiller, parce que son père le lâchait à 3h moins 5. Et il arrivait, il faisait les matchs couverts de farine, ce qui était quand même amusant de voir un mec commencer un match qui sort du fourni. Et donc je lui lâche comme ça, ton père, il était boulanger, donc il était avant-centre. Il me dit, comment vous le savez? Je dis, les boulangers sont toujours avant-centre. Et il a raconté ça à son père, ce qui fait que la semaine suivante, le père, il arrivait, il avait un sourire comme ça. Il m'a dit, je ne me rappelle plus, il m'a dû me dire, je suis l'avant-centre. Et quand on a une négociation à faire après, ça va quand même mieux s'il y a un truc de sympathie, le truc qui raccroche déjà, qu'on a envie de s'accorder. Mais en plus, il voulait surtout jouer. Et combien j'ai de chances de jouer? Je dis, tu seras le deuxième avant-centre, tu seras forcé de jouer, etc. Et au mois vers le 20 août, on jouait contre le Servette de Genève dans un village suisse. Et il a joué une mi-temps. Et dans l'équipe adverse, il y avait Anderson de Lyon qui commençait, qui arrivait du Brésil. Et là, vous n'avez pas pu trouver une histoire pour essayer de le ramener après lui. Non, mais je bois un coup souvent avec lui parce qu'il est consultant. Ah oui. Alors, il est dans le quartier des consultants. Okay. Il est sympathique comme tout, compétent. Oui. Il parle un très bon français. C'est vrai. Bon, Guiraud, merci. Je vous en ai mis trop. Non, mais c'était génial. Je savais qu'avec vous, on allait pouvoir allier voyage et foot. Donc, merci beaucoup pour ces histoires. Merci beaucoup. Et... vous pouvez revenir, je vous en raconterai une autre. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci, Guiraud, pour ce magnifique moment. Comme je l'ai déjà dit dans l'épisode avec Corentin Martins, la JOCR, c'est mon club de cœur depuis tout petit. Et Guiraud, bien sûr, un personnage qui a toujours fait partie de ma vie. Vous imaginez donc qu'enregistrer cet épisode, pour moi, c'était juste fou. Si vous en voulez encore plus, bien sûr, n'hésitez pas à vous procurer son livre Confidence, qui vient de sortir chez Talent Sport. Voilà, vous venez d'écouter le 25e épisode de En dehors de ma surface. J'espère que vous avez aimé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. À bientôt. Baila, baila esta cumbia que te canto. Baila Palermo.